Le cheat meal, est-ce que je suis pour Vous ou êtes en contre? train de manger vos riz poulet brocoli et après le week-end, ça va se taper un chinois à volonté. Si on n'apprend pas à faire ça et à apprécier ça, forcément le cheat meal il sera nécessaire. Une sèche et je mange 1500 calories par jour et je fais 1 heure de cardio tous les jours. Salut les gars, je profite du début de la vidéo pour faire un petit disclaimer. Comme vous allez le voir, c'est un format un peu podcast, c'est la première fois que je m'essaye à ça et du coup en plus avec une invitée. Donc soyez indulgents là-dessus, vous allez voir qu'il y a eu quelques petits soucis, que ce soit au niveau du visio ou au niveau du son. Des fois le volume sonore va un petit peu différer. Donc pardonnez-moi, c'est seulement la première fois que je m'essaye à ça. Surtout n'hésitez pas à me donner des conseils pour les prochains épisodes de ce type et surtout à me dire si ça vous intéresse que je continue à faire ce genre de format. C'est un format que vous pouvez totalement écouter juste en audio, hein. C'est le plus important ici. Mais surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, l'abonnement, le like, le commentaire, le partage, la petite cloche, etc., etc. Je vous laisse avec l'épisode sur le cheat meal. Allez, bon épisode les gars. On va commencer par se présenter. Du coup, je te laisse commencer Fanny, vu que c'est toi l'invitée. Bah déjà, merci pour l'accueil. Moi, c'est Fanny Pazek. Je suis diététicienne nutritionniste depuis bientôt 4 ans. En octobre, ça fera 4 ans. Et je me suis spécialisée dans la nutrition de la performance. Donc au début, beaucoup focalisée dans le powerlifting pendant un peu plus de 2 ans. Et là, j'ai autant des athlètes de force que d'endurance ou des sportifs type musculation ou autres sports d'ailleurs. On a déjà eu des sports de combat et ainsi de suite. Donc voilà, je me suis diversifiée, on va dire, dans un peu tous les sports, non, toujours avec l'objectif d'une course, d'une préparation, d'une compétition, parce que c'est là où mon expertise est principalement. Sur les transformations physiques également, on a beaucoup fait de recomposition corporelle. Enfin voilà, j'ai un peu vraiment tout ce qui touche à la nutrition sportive, c'est clairement ma passion et j'ai développé mon activité autour de ça. Je me suis entourée du coup de 2 autres diététiciennes dans mon équipe et on avance comme ça tranquillement. À côté de ça, je suis aussi sportive en toute logique. Donc j'ai fait du powerlifting pendant presque 3-4 ans. Et là, je suis passée au running quasi à 70% de ma pratique et à de la musculation à côté. Donc voilà, je suis un peu une touche à tout. J'aime beaucoup tout ce qui est voyage, rando, expériences autres sportives type surf et ainsi de suite. Donc j'aime bien me diversifier, tester plein de choses et en apprendre plus sur moi comme ça, globalement. Ok, super. Du coup, je voulais te demander déjà, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver à maintenant, du coup, diététicienne nutritionniste, parce que c'est un peu intéressant, les gens savent pas trop comment ça se passe. Oui, c'est vrai. Alors moi, je suis passée par un bac général, mais pas du tout dans les sciences, et j'ai pas fait de passerelle scientifique pour passer en BTS diététique. Du coup, c'est les études que j'ai faites. C'était intense, c'était compliqué, mais c'est passé. Avec du travail et surtout beaucoup de motivation, ça passe, et que du par cœur, clairement. Donc le BTS, c'est 2 ans d'études et après je me suis spécialisée sur une 3e année avec des formations, donc une licence, enfin pas vraiment une licence, mais un diplôme universitaire en nutrition, pathologie et ainsi de suite. Et en une certification que j'ai faite, c'est Bayesian France. Okay, donc c'est nutrition sportive, sciences de la nutrition et aussi de la programmation. Donc ça m'a aussi permis d'avoir la petite casquette de coach en musculation. J'ai quelques athlètes qui me font confiance là-dessus aussi dans mes prises en charge, dans mes suivis. Donc c'est génial puisque souvent c'est des débutants. Donc je les accompagne tant physiquement que dans leur performance et c'est incroyable. Donc là aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de bouffe, on va parler de nutrition. Clairement, vu que Fanny, c'est son domaine d'expertise et que c'est un domaine qui touche tous les sportifs, peu importe le sport, que vous soyez là pour de la muscu, pour de la FA, pour de la course à pied, pour du canoë-kayak, tout ce que vous voulez, même pour les pongistes, si vous voulez, on peut vous faire une expertise nutritionnelle. Donc voilà. Et du coup, je voulais discuter avec toi d'un sujet qui est abordé en muscu, enfin maintenant un petit peu moins, mais il y a quelques années, on voyait tout le temps des vidéos cheat meal, 15 000 calories, machin, les gars ils faisaient des vidéos avec énormément de nourriture, à se gaver comme pas possible. Et justement, je voulais aborder ce sujet-là parce que ça donne pas forcément un bon exemple au niveau alimentaire. Ça peut même créer tout ce qui est des désordres alimentaires avec le mot de cheat meal. Enfin, l'alimentation triche, ça donne tout de suite le mot d'ordre, quoi. Ça donne pas envie, forcément, on se dit, vas-y, je vais faire un cheat meal, je vais tricher dans mon régime.
psychologiquement, c'est moyen. Il y a un dysfonctionnement, ouais, clairement. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors déjà, le cheat meal, si on peut le définir, comme tu l'as dit, c'est le fait de tricher dans son alimentation. Par exemple, on mange ultra clean toute la semaine et le week-end, on fait un cheat meal ou une journée entière de cheat meal. Je sais qu'il y a un petit peu deux écoles. Ouais. Voilà, c'est soit la journée entière où on mange n'importe quoi et après tout le reste de la semaine on mange carré, soit c'est juste un repas où il y a aucune limite et limite voilà, on se fait un buffet à volonté jusqu'à ne plus en pouvoir. Donc ça c'est vraiment le cliché du cheat meal. Moi c'est vrai que j'adopte pas du tout cette vision-là. Je suis vraiment contre parce que en nutrition sportive, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plus de 40% de taux de troubles de comportement alimentaire chez le sportif, hommes et femmes confondus. Et en fait pour moi ça nourrit les troubles du comportement alimentaire. Ça nourrit le fait de voir l'alimentation comme des chiffres, comme quelque chose de bon ou de mauvais, comme ayant vraiment une image très catégorisée de l'alimentation, bonne, moins bonne, saine, malsaine, qui fait grossir, qui fait maigrir, enfin tout ça, vraiment, en fait. Ça ne devrait plus exister en 2025 de mon point de vue. Malheureusement, c'est ce qui fait aussi vendre certains aliments, certains régimes miracles. Enfin voilà, il y a tout un business derrière. Il faut vraiment le comprendre. Et une fois qu'on a compris, normalement on se fait plus avoir. Mais étant donné que ça peut être compliqué, ouais. Étant donné que l'industrie aussi alimentaire et agroalimentaire met à notre disposition plein d'aliments qui sont extrêmement mauvais d'un point de vue santé, même pas qui fait grossir, qui fait maigrir, ça non. Il y a aucun aliment qui fait grossir, aucun aliment qui fait maigrir. C'est vraiment une question de balance énergétique, de ses apports, de ses dépenses. Précisons-le, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là de, il y a des aliments qui sont faits avec des aliments bruts, peu transformés, de qualité, avec des vitamines, des minéraux, des fibres à l'intérieur, et des aliments qui sont un petit peu dépourvus de tout ça. Et souvent, c'est les aliments qu'on préfère en termes de goût, parce que c'est sucré, c'est salé, c'est gras. Et c'est tout de suite, on se dit, un bon Kinder Bueno, il y a que du sucre et tout, il y a des édulcorants dans le cerveau, ça envoie de la dopamine et tout, donc. Tout à fait. En fait, ça crée un petit peu un effet de circuit de récompense instantané en fait dans le cerveau, ce type d'aliment. Donc c'est normal qu'on y soit accro. C'est pas, on n'est pas accro au sucre en plus. C'est vraiment, on est juste dépendant un petit peu de la dopamine. Et c'est juste ça. C'est une question vraiment d'hormones limite. Et je trouve ça fou de savoir que les industriels ils ont capté ça pour rendre leurs produits addictifs et du coup faire plus de ventes. Du coup, il faut bien comprendre que c'est pas parce que on a des besoins nutritionnels élevés que l'alimentation est super grasse et super sucrée. En soi, non. Les agroalimentaires se sont adaptés au circuit de récompense et à toute la psychologie, on va dire, du cerveau, toute la physiologie même. Donc c'est assez fascinant de le comprendre. Ils sont là pour vendre, quoi. Eux, ils sont là, ils veulent absolument que les clients, ils achètent pour engranger de l'argent et faire du chiffre d'affaires. Donc plus ça se vend, mieux c'est. Donc ils vont tout faire pour que ça se vende. Forcément, si le client, quand il mange le truc, il se dit « Ah, mais en fait, ça me donne envie d'en manger un deuxième, un troisième, etc. » C'est l'effet boule de neige et voilà. Et en soi, les fast-food et les restaurants, c'est pareil. Là, on parle d'alimentation au supermarché, mais tout ce qui est restaurant, buffet à volonté, on en parlait, tout ça, ça aussi, ça a été étudié. Le but, c'est de mettre des belles couleurs, des belles quantités, de faire briller les plats. Tout ça, c'est pour donner envie, que les gens se resservent, qu'ils reviennent toutes les semaines et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est important de comprendre qu'il y a un réel business autour de l'alimentation. Et que ça joue aussi sur les comportements et qu'est-ce qui est exposé aussi à notre vue, à notre vision. Donc en tant que sportif, normalement, on est quand même un petit peu plus éduqué sur ses besoins, sur ses calories. Donc c'est pour ça qu'il y a ce principe-là de OK, la semaine je mange bien et le week-end je fais un truc qui est moins bon, on va dire d'un point de vue santé. Donc je pense que ça a émergé comme ça, le côté cheat meal, cheat day. Mais par contre, pour moi, il y a un gros problème, c'est que partir du principe où on va se priver toute une semaine pour mériter son cheat meal ou son cheat day en fin de semaine, pour moi, il y a un gros problème sur la compréhension de l'alimentation et sur la vision long terme qu'on cherche à adopter pour obtenir un physique, pour obtenir des performances, pour se sentir bien dans son assiette, dans ses repas, dans son quotidien, en fait. Et souvent, on néglige trop souvent ce côté-là de qu'est-ce qui nous convient réellement à qu'est-ce qu'on a vu sur les réseaux, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre, lui, il fait ça, donc je vais faire pareil. Et en fait, on oublie de se poser la question de moi, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me convient vraiment. Et souvent, c'est pas les régimes toute la semaine et le cheat meal le week-end. Ça, je pense que ça ne convient à pas grand monde. Oui, ou alors, on s'est auto-convaincu que ça nous convenait parce que on a quelques résultats qui en découlent. Mais vraiment, sur le long terme, est-ce que, il faut vraiment se poser la question de est-ce que dans 5 ans, je me ferai encore m'alimenter comme ça? Et
dans 90% des cas, mais peut-être même plus d'ailleurs, je suis persuadée que non, parce que socialement parlant, c'est compliqué, parce que d'un point de vue plaisir alimentaire, de manière générale, bah, au final, si on a l'impression de se restreindre toute la semaine, bah, on est malheureux toute la semaine, et il y a que le week-end où on souffle. Oui, et puis en plus, ça fait effet, ça explose, quoi. C'est toute la semaine, on est là, on est triste, on n'aime pas ce qu'on mange et tout, et du coup, bah, le week-end, on fait tout péter, et tu finis à bouffer 8000 calories, quoi. Exactement. Et en plus, moi, dans mes suivis nutritionnels, je travaille beaucoup avec les moyennes. Donc, c'est-à-dire que toute la semaine, on va, par exemple, se peser tous les jours ou estimer les apports tous les jours. J'ai certains patients, tu vois, qui traquent leurs calories et ça nous permet d'avoir une moyenne. Et une fois, bah, ça m'est déjà arrivé, notamment dans des personnes, dans le cadre de personnes avec des troubles du comportement alimentaire, qui se restreignaient beaucoup et qui finissaient par faire une crise de boulimie, une crise d'hyperphagie ou de perdre le contrôle. Même si c'est pas même si c'est pas un TCA qui a été diagnostiqué, il y a quand même des schémas qui sont très répétitifs, même chez les personnes non diagnostiquées. Mais tout ça pour dire que, par exemple, j'avais une patiente qui mangeait 1400 calories toute la semaine et je disais, remonte tes apports, essaye de suivre le plan alimentaire, essaye de remonter, sinon ton corps et ta tête te le fera payer tôt ou tard. Et bam, à un moment, forcément, elle a fait une crise d'hyperphagie. Bon, elle n'a pas pesé ses aliments, elle n'a pas traqué ses calories, mais elle m'a estimé un petit peu ce qu'elle avait mangé et on était sur plus de 4000 calories. Ouais, donc, péter le score moyen de la semaine, quoi. Exactement. Et quand on faisait la moyenne, je suis en mode, bah là, tu te rends compte que avec cette crise-là, tu as atteint la moyenne calorique que tu étais censé atteindre au quotidien et tu n'aurais pas fait cette crise si tu avais atteint tout ça. Et là, en fait, il y a eu le côté culpabilité, le côté restriction, le côté maux de ventre, digestion qui n'était pas agréable après les 4000 calories en une journée. Et en fait, ça lui a fait un petit peu une sorte de déclic quand je lui ai montré que, en fait, son corps, il avait besoin de cette énergie et que mieux c'était réparti, mieux sa tête et son corps allaient la remercier. Et en fait, petit à petit, moi, de toute façon, j'avais déjà ma vision sur le cheat meal et sur les repas libres et ainsi de suite, mais là, ça l'a encore plus confirmé que, en fait, il faut vraiment créer une stabilité, une régularité dans sa diète pour vraiment se sentir pleinement épanoui, avoir des ressentis qui sont fiables, que ce soit autant au niveau des pesées que de la digestion, que vraiment de l'énergie aussi, parce que si on est rablabla toute la semaine, bah, comment on peut avoir assez d'énergie pour s'entraîner, comment on peut mettre de l'intensité. Enfin, en fait, il y a tout ça à prendre en compte et plus on est régulier, plus on donne exactement ce dont notre corps a besoin, bah, mieux on progresse sur du long terme. Sur du court terme, forcément, si vous restez mis sur une semaine, bah, à la fin de la semaine, oui, le poids va descendre, oui, on aura le sentiment de ventre plat, je suis bien d'accord, je dis pas le contraire, mais par contre, si après le week-end, on a exactement le même résultat que le vendredi, je suis moins convaincue et après, du coup, on repart sur la semaine et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue pour moi. On est totalement d'accord là-dessus. Après, ce que j'aimerais ajouter, c'est que un peu avant, tu as parlé justement du fait que ça rentrait dans un concept de voir ce que les gens faisaient, avec pas mal de gens qui font ce truc de faire des prises de masse, de faire des sèches, machin, avec les deux extrêmes en fait. Et il y a ça aussi qui est un peu problématique, c'est qu'en fait, c'est un spectre. Et les gens, ils voient tout noir ou tout blanc. Soit la prise de masse, je suis à 1000 calories au-dessus de mon maintien. Soit une sèche et je mange 1500 calories par jour et je fais 1 heure de cardio tous les jours. Sauf que, en fait, c'est un équilibre à trouver. C'est sûr que si tu fais une prise de masse où en fait tu prends 20 kilos et donc 15 de gras, forcément, quand tu vas faire une sèche, bah, du coup, tu vas être extrême. Tu vas vouloir essayer de puiser encore plus. Ça va être super long, etc. Donc, déjà, en plus, il y a ce truc de, comme tu dis, réussir à avoir un équilibre, quelque chose qui est assez stable, en fait. Et donc, bah, par exemple, pour les gens qui font de la muscu, de faire des prises de masse qui vont être sur du long terme avec un surplus qui est assez léger, pareil, des déficits où on va essayer d'avoir une activité qui va permettre de maintenir un certain niveau calorique, d'avoir un volume alimentaire aussi qui permet de ne pas souffrir de la faim, etc. Et en plus de ça, comme tu le dis, ce concept de cheat meal, ça va apporter ce fait de tricher. Et en fait, bah, déjà, comme tu le dis, psychologiquement, on a un problème. Si on te dit toute la semaine, je me suis posé, je vais faire ça, je vais manger mon poulet, mes brocolis, etc. Et le week-end, je pète tout. Au niveau de la tête, bah, forcément, c'est pas très bon, surtout pour des gens qui peuvent parfois être, comme tu le dis, sujets à divers problèmes autour de leurs habitudes alimentaires. Alors que, par exemple, il y a certains coachs qui appliquent le repas libre, comme tu l'as dit. Déjà, je pense que l'intitulé est un peu plus intelligent et intéressant que cheat meal.
Oui, franchement, juste je rebondis juste aussi sur ce que tu as dit par rapport au riz, brocoli et ainsi de suite. En fait, aussi se dire que toute la semaine, on se restreint pour pouvoir manger au restaurant ou en grande quantité le week-end, par exemple. En fait, pour moi, ça maintient le fait que, en fait, on perdure nos mauvaises habitudes. Dans le sens où, en fait, si on n'apprend pas à apprécier des repas bruts de qualité, avec des bons nutriments, avec des fruits, des légumes, de la viande blanche, assez peu de matière grasse, éviter les fritures et ainsi de suite. Si on n'apprend pas à apprécier ça, à cuisiner avec des vraies saveurs, avec vraiment... Ça, tu mets un point très important là-dessus. Hein. Si on n'apprend pas à faire ça et à apprécier ça, forcément le cheat meal il sera nécessaire parce qu'en fait il n'y aura pas une stabilité aussi sur le plaisir alimentaire qui sera trouvé. Et en fait pour moi ça se travaille, ça se construit et il faut vraiment apprendre à se connaître là-dessus. Pareil, on parlait de stabilité, je rebondis aussi là-dessus. Pour moi le meilleur moyen d'avoir la bonne stabilité au niveau de ses repas, de son alimentation, c'est de réellement connaître ses besoins. Et effectivement, comme tu l'as dit aussi, d'éviter les gros extrêmes en prise de masse, les gros extrêmes en déficit et de vraiment tout le temps réajuster son protocole, apprendre à se connaître vraiment, autant dans ses besoins métaboliques, donc de sa physiologie, que de sa psychologie, que de son activité physique, de son organisation. Et tout ça, en fait, ça nécessite un réel travail sur soi. Le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont pas assez conscientes ou qui sont trop flemmardes, désolée de le dire sous ce terme-là. Et qui se disent ok bah là le truc qui a l'air facile c'est de manger ultra clean toute la semaine et de se faire plaisir le week-end, allez je fais ça, c'est la solution de facilité on va dire, mais en soi c'est pas une solution parce qu'on l'a vu ça mène pas à des bons résultats et ça peut développer des troubles du comportement alimentaire etc. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment chercher à apprendre à se connaître et à apprécier le processus qu'on enclenche en fait, parce que sinon on fonce dans un mur tôt ou tard, que ce soit au bout d'une semaine, dès que la motivation sera passée et que la discipline pourra pas prendre le dessus ou que le plaisir alimentaire pourra pas prendre le dessus, etc. Oui, donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que ça m'a fait un peu tilt, qu'il faut vraiment apprécier sa routine pour éviter les extrêmes. C'est ce que je dis, moi, c'est un peu mon expression, c'est que de toute manière, la seule diète que tu peux tenir dans ta vie, c'est celle que tu aimes. En fait, il faut que tu puisses l'aimer au quotidien. Je prends mon exemple, souvent quand je vais bosser, je me fais des tubes où je me fais pas forcément chier à cuisiner un truc super bien et tout, mais je fais toujours une petite sauce, je mets des épices, je mets des trucs pour qu'en fait, quand je mange, je me dise pas « Oh, c'est fade, machin, j'ai pas envie de manger ». C'est qu'en fait, il y a aussi ce truc, comme tu dis, d'apprendre à cuisiner. Et ça, c'est un truc, en fait, on parle pas du tout de ça. Tu regardes tous les contenus muscu et tout, c'est vrai qu'on parle pas du tout de ça, je viens de tilt. Mais en fait, apprendre à cuisiner, c'est ultra important, surtout dans notre société aujourd'hui où tu peux te faire livrer tout ce que tu veux à manger, tu vas au supermarché, machin, ceci, cela, tu as tout ce que tu veux. Et en fait, le fait de cuisiner tes repas, même si de base, ça va être tout ce qui va être de la viande blanche, comme tu dis, peu de matière grasse, imaginons des légumes, des choses comme ça pour un repas où tu vas avoir peu de calories, pardon, et ben tu peux les cuisiner de manière à ce que ce soit super bon en fait, et que ça passe tout seul et que tu dises « Ah mais en fait j'ai super bien mangé » et t'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de choses mauvaises dedans. Et à contrario aussi, il y a aussi l'autre côté des gens qui diabolisent un peu trop ah non mais je veux pas mettre de beurre, ah non mais je veux pas mettre de crème, machin, parce qu'ils diabolisent un peu ce côté-là, alors qu'en fait c'est un équilibre à trouver encore une fois. Et que si tu mets 50 grammes de crème fraîche à 15% de matière grasse dans tes pâtes, ça va pas te tuer. Tu vas manger ton repas et tu vas te dire « Ah, c'est vachement bon, j'ai pris du plaisir et tout. » Et en fait, ça rentre dans mon plan alimentaire. Et tu vas pas grignoter l'après-midi parce que tu auras satisfait. Exactement. Il faut vraiment le comprendre que... Tu vas pas avoir de craving de dire « Vas-y, j'ai envie de manger un truc gras et tout parce que j'ai pas eu assez de lipides dans ma journée. » Puis ce que je dis souvent aussi, c'est que le corps, il envoie toujours les bons messages. Souvent, quand on veut progresser physiquement dans ses performances, on a toujours l'impression que notre corps, il est contre nous. Je sais pas si toi, tu as déjà eu ce ressenti en force athlétique ou ci ou ça, mais on a l'impression que voilà, on n'est pas capable de prendre assez de muscles, qu'on a faim tout le temps, qu'au contraire, on n'a pas assez faim si on fait une prise de masse vraiment trop importante. Mais en fait, on a toujours l'impression que notre corps est contre nous.
et qui nous envoie les mauvais messages. Sauf qu'en fait, non, si le corps, il réclame un moment de l'alimentation ou du sucre, c'est qu'il a été en déséquilibre à un moment, qu'il n'a pas été satisfait, qu'il est en manque de quelque chose. Alors malheureusement, quand on mange pas assez, par exemple, de vitamines, de minéraux, on peut avoir tendance à avoir envie de plus de gras, plus de sucre, parce que, on l'a dit tout à l'heure, mais on a besoin de dopamine, on a besoin de récompenses instantanées pour que on récupère notre énergie vite. C'est un système de survie, un mécanisme de survie classique. Mais en fait, le corps, il envoie toujours un bon message. Du coup, si notre corps ou notre tête d'ailleurs nous envoie un message que j'ai pas assez mangé, j'ai faim, j'ai envie de grignoter, j'ai envie de sucre, il faut pas se dire je suis accro au sucre, j'y arriverai jamais. Il faut se dire ok, qu'est-ce qui m'a manqué avant pour que mon corps m'envoie ce message. Et souvent, c'est des fruits, des légumes, un repas bien complet, un repas équilibré, une structure aussi dans sa journée, le fait de pas sauter de repas, de manger à des horaires plus ou moins bien régulières, on va dire. Et tout ça, c'est des petits détails qu'il faut bien comprendre. Et je le répète, il faut comprendre tout ça, il faut avoir ces choses en tête, parce que sinon, on peut vite passer à côté de la réelle information nécessaire à la progression. Et il y a un truc aussi, c'est l'ennui. Parce que quand tu t'ennuies, et forcément, vas-y, je vais aller piocher dans le frigo, je vais manger, ça va m'occuper. Et ça, c'est un autre truc qui est à prendre en compte, je pense aussi. C'est que y a plein de gens maintenant dans notre société qui sont là sur leur téléphone pendant 2 heures sur le canapé. Ils vont choper un paquet de gâteaux dans le placard ou ceci, cela. Pour ça, c'est moins régulier chez les sportifs parce que, comme je disais, ils sont quand même plus éduqués, mais ça arrive quand même. Je pense que oui, comme tu dis, ça peut s'adresser plus à des débutants. Mais je pense que, par exemple, ça peut être un truc, comme tu dis, quand il y a quelqu'un qui veut faire un cheat day, il se dit je m'en fous, je mange ce que je veux, et du coup, il va avoir tendance à faire des trucs comme ça. Mais il y a ça aussi où, globalement, si les personnes s'ennuient, moi, je dis souvent dans mes suivis, cuisiner. Vraiment, si y a une envie de grignotage, ok, pas de problème, on l'accepte déjà, on va pas à l'encontre de quoi on a envie. Et après, si c'est, je sais pas moi, si c'est une part de gâteau, pourquoi pas faire ce gâteau, cuisiner le gâteau, comme ça on aura un petit peu vraiment ce système de ok, là je le cuisine, donc j'ai conscience de ce qu'il y a dedans, je contrôle les quantités, je contrôle aussi les ingrédients, donc la qualité, et en plus j'ai ce côté-là de j'ai passé 30 minutes à le faire, 30 minutes à cuire à peu près, et du coup il y a ce truc-là de c'est pas instantané, du coup on va plus savourer, on va vraiment être dans la pleine conscience, et ça on l'oublie un peu trop aussi dans notre société il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on mange, de nos besoins, de tout ça. Et pour moi, ça passe beaucoup par le fait de cuisiner un petit peu. Alors pareil, on peut se faire un bowl cake en 2 minutes au micro-ondes si jamais. On n'est pas obligé de passer vraiment 1 heure à faire cuire un gâteau, mais au moins faire l'effort de le cuisiner soi-même, de contrôler la quantité, de rajouter peut-être une source de protéines pour équilibrer encore une fois la chose. Mais c'est important de comprendre qu'il y a plein d'alternatives et que par contre, si un jour on a vraiment envie d'un gros cookie, autant se l'autoriser que ne pas se l'autoriser aussi. Mais souvent, si c'est vraiment un grignotage ou une envie comme ça qui passe par le cerveau, conscientiser l'envie, comprendre d'où elle vient, l'accepter et trouver une alternative peut-être plus saine en fonction de ses objectifs aussi. S'il n'y a pas vraiment d'objectif physique ou de compétition, en soi, on peut être beaucoup plus libre aussi que ça. Il ne faut pas trop tout cadrer non plus. Entre un mec qui prépare une compétition de bodybuilding qui a 2 semaines de sa compétition et monsieur tout le monde qui veut se remettre en forme, on a un opposé complet. Donc, il y a un contexte, mais objectif, Mais l'idée est là que ça peut faire vraiment la différence de conscientiser la chose, de prendre le temps de comprendre d'où viennent ses envies, de répondre à ses envies de façon peut-être alternative, plus saine. Là aussi, c'est l'été, par exemple, profiter au lieu de grignoter des gâteaux, des fruits, vraiment. Et la satisfaction peut se trouver là-dedans aussi. Mais il faut créer ce côté-là de faire l'effort de faire sa salade de fruits, de faire d'autres rayons quand on fait ses courses. Et ça, il faut vraiment, pour moi, il faut avoir le déclic. Et c'est pas, on peut se renseigner en nutrition, on peut écouter des podcasts, on peut apprendre plein de choses, mais la seule chose qui compte réellement, c'est d'agir pour moi et d'essayer en fait, d'essayer des choses, de nouvelles choses, de tenter, d'expérimenter si je puis dire, parce qu'il y a que comme ça qu'on aura les réponses. Et le fait de vouloir tout optimiser en nutrition, c'est très commun aux sportifs, mais ce qu'il faut, c'est vraiment tester les choses sur soi aussi et trouver ce qui nous correspond vraiment à titre personnel. Il y a des personnes, elles auront besoin du fameux repas libre.
livre, on en parlait juste avant. Et moi, tu vois, dans mes suivis, il y en a un toutes les semaines pour tous les suivis, pour tous les objectifs. Même s'il y a une prépa de compète, il y a un repas libre. Et ce que je dis à mes suivis, c'est par contre, le repas libre, c'est pas au-dessus de la satiété. C'est manger à sa faim, juste ne pas peser les quantités pour ne pas être dans le suivi tout le temps. Et surtout, pourquoi pas tester une nouvelle recette qui nous donne envie pour éviter tout le côté frustration. C'est pas obligé c'est pas obligé que ce soit au restaurant, que ce soit en fast-food. Ça peut être quelque chose de cuisiné maison, juste avec une structure de repas différente ou un petit peu plus de fromage par exemple, mais quelque chose qui donne réellement envie, qui change aussi et qui permet de ne pas se frustrer. Et si la personne a envie d'aller au restaurant, elle fonce, elle y va et je vais rien dire non plus. Hein. Mais c'est vrai que j'encourage toujours à avoir conscience de son niveau de satiété pour les repas libres et de pas se péter le bide comme on dit. Et aussi de, pourquoi pas aussi ne pas voir la satisfaction que dans quelque chose d'extérieur, mais aussi dans quelque chose qu'on peut cuisiner, qu'on peut produire nous-mêmes. Et ça, franchement, ça fait la différence aussi. Ouais, de reprendre un peu possession de son alimentation aussi en se disant... Ouais, je me fais plaisir et en plus c'est moi qui l'ai fait, j'ai pris du temps pour ça, donc en plus on apprécie encore plus ce côté-là. Et comme on disait juste avant, apprendre à cuisiner, ça va nous permettre de pouvoir prendre du plaisir à la fois dans quand on va faire notre repas et surtout quand on va le consommer. On va aussi conscientiser ce truc de oui, j'ai telle chose dans mon repas, je l'ai acheté à tel endroit pour avoir des aliments qui sont plus qualitatifs, donc forcément ce sera meilleur pour nous, pour notre santé. Donc c'est une démarche qui est vraiment intéressante, c'est certain. Ah mais clairement. Donc ouais, moi je suis globalement, hein, si on peut conclure sur le cheat meal, est-ce que je suis pour ou contre? Moi je suis vraiment contre. Pour moi il faut trouver son équilibre, avoir conscience de son alimentation, écouter ses sensations aussi alimentaires, donc la faim, la satiété, écouter ses envies, ne pas se frustrer, trouver vraiment ce qui nous convient à nous personnellement et ce qui nous permet aussi d'atteindre notre objectif. Parce que au final, comme on l'a dit, le cheat meal, on va se retrouver à une moyenne calorique qui peut exploser toute la moyenne de la semaine et donc ne pas réellement progresser par rapport à son objectif, que ce soit prise de masse, déficit, peu importe. Mais c'est vraiment important de le comprendre que même le corps, il met du temps aussi à se remettre vraiment d'un excès alimentaire, que ce soit en rétention d'eau, en digestion, même en régulation et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre que la seule solution pour moi, c'est éviter les extrêmes, comprendre son corps et sa tête et trouver son équilibre avec le temps. Ouais, parce on vous voit tous les gars là derrière vos écrans en train de manger vos riz poulet brocolis et après le week-end ça va se taper un chinois à volonté, ça va aller au shot parce que vous avez trop mal au ventre et voilà les gars. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Et donc, pour conclure, moi, de mon côté, je suis assez d'accord avec toi. Après, en plus, comme tu le dis, il peut y avoir ce concept de repas libre en restant dans quelque chose d'équilibré qui n'est pas là pour être dans l'excès. Mais donc, oui, clairement, le cheat meal traditionnel comme on l'entend, ce n'est pas du tout une bonne idée. Le but, pas une solution. Ouais, c'est ça, clairement. Le but, c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps et dans votre tête. Et ça passe par le fait de soyez actifs, faites attention à ce que vous mangez un minimum, tout en sachant avoir un équilibre et se faire plaisir un petit peu au quotidien. 100% d'accord. Sur cette partie-là, Fanny. Ouais, franchement, merci beaucoup. C'était ultra complet. J'ai pu partager vraiment ma vision des choses et j'espère que ça aura pu faire tilt chez quelques personnes. Donc voilà. Et en tout cas, les gars, on vous laisse. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.